Merci d'être avec nous dans ce numéro d'Entre les lignes. On va essayer de comprendre quelques questions à travers les lignes d'ordre scientifique parce que la personne qu'on reçoit est scientifique. Elle est juriste, avocat de profession, chercheur en droit constitutionnel, maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel. Nous parlerons d'abord de cette annonce de l'accueil des migrants en République démocratique du Congo, des migrants qui seront expulsés des États-Unis d'Amérique. On parlera aussi de l'accord de Washington. Aujourd'hui, on annonce que le Parlement s'apprête à pouvoir justement débattre de ces différents accords signés aux États-Unis d'Amérique. Fallait-il d'abord passer par le Parlement avant d'aller aux États-Unis? On va y voir tout cela. Révision ou changement constitutionnel. Est-ce que cette constitution est-elle parfaite? On devrait la laisser comme cela? Ou il y a quand même des choses à revoir? Est-ce qu'il faudrait changer la constitution? Parce que d'aucuns estiment que le président Tshisekedi a un mandat et non une mission. Et donc cette mission peut justement aller au-delà du mandat de 5 ans fixé dans la constitution. Bienvenue mesdames et messieurs et merci beaucoup à maître Armand Lokeka. Après tant de mois, tant de jours, enfin vous voici finalement là, en face de nous. Maître, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Dan. Je suis bien. Le contretemps, avec les obligations professionnelles et autres, autant que nous sommes en train de nous en donner beaucoup plus à nos recherches, parce que nous sommes doctorants, on est en train de préparer notre travail quotidien, qui est le travail de chercheur, le travail d'écrivain, le travail de lecture, et ça nous passionne trop quand il faut se détacher de cela. Très souvent, et voilà, c'est ce qui nous a mis un peu à l'écart. Et on n'a pas pu respecter vos rendez-vous. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai décidé qu'il faudrait quand même que je te voie. Oui, j'ai décidé que je te vois. En tout cas, Maître Armand Lokeka, merci quand même d'être là. En dépit des années dont on a manqué de se voir. Merci. C'est quelques mois, l'année passée, nous étions ensemble. Cette année, c'est la première fois que je sache. Ah, voilà. La première fois, depuis janvier 2025. Depuis janvier, oui, c'est la première fois. Justement. Maître Armand Lokeka, vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Quelle est votre lecture, votre appréhension de cette information qui est en train de créer beaucoup de réactions à travers le pays? C'est l'information d'accueil des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. D'abord, on va se dire que la RDC n'est pas le premier pays, la première nation à accepter cela. Il y a beaucoup d'États qui l'ont accepté. On va parler du Guatemala, Costa Rica, on va parler même du Ghana. Le Rwanda aussi avait accepté de recevoir des migrants expulsés du Royaume-Uni. Quelle est votre lecture, à vous, Maître Armand Lokeka, quand le gouvernement annonce à travers un communiqué que nous allons accueillir des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique? Bon, de toute façon, ma lecture, elle est totalement légale. Oui. Un communiqué d'un ministre ou du gouvernement ne saisit pas le peuple congolais. Parce que le gouvernement congolais a des dispositions qui lui confèrent le pouvoir d'expression. Autant que la Constitution a donné au gouvernement le droit de s'exprimer envers son peuple. Ce n'est pas par voie de communiqué, puisque le peuple congolais n'est pas dans une structure interne d'un ministre. Non, le peuple, c'est l'autorité originaire qui détient le pouvoir, devant qui le gouvernement est obligé de s'exprimer valablement conformément aux dispositions que le peuple a destinées pour que le gouvernement commence à s'exprimer. C'est-à-dire, le gouvernement ne peut prendre que de voies officielles constitutionnellement garanties pour communiquer avec son peuple au travers des institutions mises en place. Ce n'est pas un communiqué qui fait que le peuple aujourd'hui soit averti que nous allons accueillir. Non, ce n'est pas une maison
c'est un État qui est géré sous des principes, sous des règles. C'est quoi ces immigrants? Le gouvernement, après avoir été saisi, soumettra la question devant l'institution représentative du peuple, que le Parlement, pour que le Parlement prenne à son tour un comportement légal et dicter une loi qui autorise, puisque le Parlement représente le peuple congolais dans son ensemble, autorise au gouvernement de prendre des dispositions d'accueil. Puisque c'est à partir de là que nous connaîtrons les immigrants qui vont être accueillis en RDC. C'est dans quel cadre d'un conflit international, c'est que ça rejoint ou ça se joint à l'application de l'article 214 de la Constitution, qui considère que le traité relatif aux conflits internationaux, ça relève de ce conflit-là. Ça relève d'un type de conflit international. Pourquoi sont-ils immigrants? Ils ne sont pas des apatrides. Au moins chacun d'immigrer à son pays d'origine. Pourquoi n'avoir pas décidé de le repatrier dans leur pays d'origine? Pourquoi solliciter des espaces d'accueil pour les immigrants américains? Même temporairement, ça ne peut pas passer. Il faudrait que la situation soit faite de façon constitutionnelle et conforme à la loi fondamentale. Mais donc, ça veut dire que là... Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore saisi le Parlement, au moins que je sois en retard d'information, officiellement, pour soumettre la question au débat et que partant du Parlement, le peuple sera au courant que d'ici janvier 2027, nous serons envahis par des immigrants, que l'on va donner telle province ou telle zone. Donc le Parlement doit donner son aval au gouvernement. C'est pas, la loi dit bien, la Constitution dit de tels traités relatifs aux organismes internationaux et aux conflits internationaux ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi. La seule institution qui est en train de faire de loi, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui fait de loi. C'est au Parlement où le gouvernement est obligé de présenter ce projet, cette demande internationale. Le Parlement prendra une loi et cette loi, c'est une loi qui permettra au gouvernement de poser des actes d'exécution, les actes exécutifs pour bien accueillir ces gens, afin de sécuriser le peuple congolais. Donc, ces immigrants ne sont pas de bœufs, ne sont pas de vaches ou de chèvres qu'on veut amener au pays. Ce sont des humains. Donc, si le gouvernement aujourd'hui commence à recevoir ces migrants sans passer par le Parlement, c'est une violation de la Constitution. Oui. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi j'émets des réserves en disant que jusqu'aujourd'hui, je sais que ça n'a été qu'un communiqué. Et la façon dont on a sorti ces communiqués, bon, c'est par peut-être un sentiment mais de servir. Mais il fallait qu'on passe par le Parlement. Le Parlement vote une loi. Oui. Et cette loi permet justement au gouvernement de pouvoir... d'exécuter le schéma et la possibilité qui leur sera accordée par la loi que le Parlement mettra à leur disposition. Mais si on est en face d'une urgence et qu'on doit absolument répondre à cette question-là, passer par le Parlement... Le gouvernement peut demander une loi d'habilitation. Il n'y a pas d'urgence où on doit gérer un État si ce n'est l'urgence de bien vivre son peuple. Les urgences, ce n'est pas pour faire bien vivre le voisin. L'urgence de l'État, c'est la vie de son peuple. Quelle est l'urgence qui serait la vie du peuple congolais? Ces immigrants-là, le gouvernement doit identifier. Ils sont de quelle nationalité? On va nous envoyer qui? Quelles seront leurs conditions de sécurité? On va leur donner quelle zone, quelle province, quel territoire ils vont habiter. Le communiqué dit qu'ils viendront à Kinshasa. Bon, maintenant, prenons l'hypothèse qu'on envoyait 12 millions d'immigrants à Kinshasa. Ils vont habiter où? Kinshasa lui-même a 18 millions d'habitants. On vous envoie 12 millions d'immigrants. Vous allez le mettre où? Mais le communiqué est clair que voilà, ils seront pris en charge par le gouvernement américain. Aucun frais. Non, le problème c'est lequel? Ouais. C'est là où nous devons être d'accord. C'est pour nous dire qu'ils aillent défendre ce point de vue au Parlement. Que le Parlement comprenne que les immigrants qui viennent ne seront pas pris en charge par le gouvernement congolais,
Mais ils vont user le sol du gouvernement congolais. Notamment, ils vont occuper Kinshasa. Et nous, les propriétaires de Kinshasa, nous allons déménager. Voilà, non, il faudrait que ça soit clair et puis précis. J'ai peur que ces immigrants-là soient des gens que nous évitons. Comme Soit des Tutsis. Par exemple. Puisqu'aujourd'hui, là, si nous sommes en train de nous acharner au regard de la guerre qui est en train de déranger le pays maintenant, c'est à peu près quelque chose sur le conflit de sol. Le conflit sur l'espace. Je voudrais pousser pour que j'ai de l'espace à m'asseoir. Et qui sont ceux-là, le peuple qui s'est dit minoritaire, c'est quel le peuple? C'est le peuple Tutsi, qui sont des Tutsis, soit congolais ou rwandais, selon le cas, j'ai mis entre parenthèses. Si réellement, selon les règles internationales, aucun citoyen ne peut être déclaré apatride. C'est-à-dire, cette clause internationale voudrait simplement dire que chacun de nous a une nationalité. Chacun de nous a une nationalité. Alors, ces immigrants américains sont-ils des nationalités américaines ou sont des nationalités de pays africains? Si ces immigrants sont des nationalités de pays africains, nous devons connaître le fondamental. Le Congo a des problèmes à résoudre avec des accueils. Mais si c'était des Tutsis, ou parmi eux il y a quelques Tutsis, en quoi ça constituerait un problème, maître Amand? Non, moi d'abord, le problème c'est la procédure. Il faut que la procédure soit respectée d'abord. Et le débat sur la qualité d'immigrants reviendra ensuite. Que la procédure soit respectée par le gouvernement face au peuple congolais que nous sommes. Selon vous, pourquoi est-ce que le gouvernement, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore n'a pas suivi cette procédure? Est-ce qu'il y a, selon vous, il y a quelque chose qui cloche? C'est pour cette raison, ce communiqué a été simplement, je peux dire, il a jeté quelque chose pour savoir si nous allons parler. Mais nous parlons que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas encore réfléchi en conclusion sur ce dossier, puisque l'institution habilitée à donner le pouvoir au gouvernement de poser des actes sur ce genre d'accord ne s'est pas encore prononcé par voie d'une loi. C'est le Parlement. Comment jugez-vous la démarche? Et je vous dis que j'ai peur que ça devienne un problème encore tel que le problème que nous décrions de 94 avec les réfugiés rwandais qui sont entrés au Congo. Et à un moment donné, ça devenait un problème. Et jusqu'aujourd'hui, nous apatissons, qui se sont intervenus. C'est la communauté internationale qui a demandé d'ouvrir la frontière pour accueillir ce genre. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance entre ce qui s'est passé? Je dis, j'ai peur que ça devienne cela. J'ai peur. La ressemblance ou pas ressemblance, les cas ne sont pas les mêmes. Eux viennent des États-Unis, les autres viennent d'ici. Alors, ne vous étonnez pas que quand ils vont venir des États-Unis, et on vous dit que nous ne savons plus retourner, vous devez maintenant nous donner le droit de citer, et ça deviendra un combat puisqu'ils doivent chercher de l'espace pour se confirmer. Ces immigrés-là, ils vont chercher de l'espace pour se confirmer. Et qu'est-ce que vous allez dire s'ils sont en train de solliciter le droit de citer? Le gouvernement annonce qu'il... Vous ne leur conférez pas le droit de citer, ils vous font la guerre. Et de la même façon que l'argent viendra des États-Unis pour les nourrir, pour les prendre en charge, de la même façon que les soutiens aussi viendraient des États-Unis pour qu'ils obtiennent le droit de citer. Vous allez refuser? Parmi eux là, si on vous dit que si on vous amène 12 millions d'immigrants et que vous avez 3 millions de militaires, vous allez dire quoi? Arrêtons. C'est notre pays. Nous n'attendons rien des États-Unis pour l'instant. Les États-Unis ne manquent pas le repas pour nourrir tous ces gens. Nous n'avons jamais entendu qu'il y a grève de faim aux États-Unis. Mais il y a des gens qui meurent de faim ici au Congo. Alors, Maître Armand Lokeka, on va avancer. Le député national Christian Mondo a adressé une question orale avec débat à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, pour chercher à comprendre justement qu'est-ce qui se passe exactement. Comment jugez-vous cette démarche? C'est une bonne démarche?
Si vous étiez législateur, vous étiez député national ou même sénateur, qu'auriez-vous fait vis-à-vis du gouvernement? La question des immigrants, c'est la question qui a fait naître la question orale avec débat. Non, la question orale avec débat, oui, justement. Mwando a déposé une question orale sur cette question. Sur la question? Oui. Oui, justement, parce qu'il y a un membre du gouvernement qui a sorti un communiqué et que le Parlement en a le droit d'avoir des éclaircissements. On a le droit, parce que ce sont ceux-là qui ont reçu notre mandat en tant que peuple pour parler et prendre des dispositions à notre nom. Donc cette question orale avec débat est valable et ça a son pesant d'or. Moi, je ne trouve rien de reprochable à cette voie-là. Que la dame vienne expliquer, se communiquer et ce projet d'accueillir des immigrants américains au Congo et comment le gouvernement apprécie la question et quel est le projet du gouvernement pour mettre en évidence ou exécuter les dispositions constitutionnelles à la matière. Voilà, donc c'est une question qui est très importante, nous attendrons tous la réponse de Madame la ministre pour que ça nous serve aussi d'éléments à noter sur nos agendas de recherche. Maître Armand Lokika, on va devoir avancer avec une autre thématique, justement, c'est l'accord de paix, l'accord de Washington signé au mois de juin 2025. Ça fera bientôt une année, donc dans plus ou moins 2 mois, ça sera une année. Alors, Maître Armand Lokika, l'application fait défaut. Beaucoup d'ONG en parlent, l'application fait défaut. Revenons, parlons d'abord des principes. Le cadre légal, la manière dont cet accord a été accompagné ou signé, est-ce qu'il y a des petites entorses, notamment liées à la Constitution, liées aux lois de la République? Oui, il y a entorse. Je l'avais dit même quand, une fois vous m'avez appelé après cet accord, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord. Et je ne serai pas d'accord, n'en déplaise ceux qui vont me suivre. Ma lecture n'est pas totalement politique, mais elle est totalement scientifique et une lecture douée sur une évidence. Douée sur une évidence. Je n'ai pas été d'accord de la procédure empruntée pour la signature de cet accord. Pourquoi? Parce que nos amis du Rwanda ont soumis l'accord au débat au Parlement. Avant, en amont ou en aval? Avant d'aller signer, le Parlement rwandais a discuté de l'accord. Nous ne sommes pas le Rwanda, nous sommes la RDC. Je vais te dire une chose, que même dans notre pays, il est prévu cela. C'est un accord de paix. Un traité de paix. Et la Constitution conditionne que ça ne peut pas être ratifié ou approuvé sans une loi. Le Rwanda a été modèle dans ce cas-là. Oui. Et nous n'avons pas une loi qui a précédé la ratification de cet accord de paix. Vous vous basez sur quoi pour dire ça, maître? Je me base sur la Constitution. Il est censé que tout Congolais ait la Constitution à la maison. Oui. L'article 214 prévoit que ce type d'accord... 214, permettez qu'on puisse lire, hein, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs. 214. Le traité de paix, oui, le traité de commerce, oui, traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Voilà. C'est-à-dire qu'en vertu, c'est en amont, c'est au préalable. Avant de ratifier, ça doit donner lieu mais attendez, à une loi. Si on lit l'article 213, alinéa 2, il a dit ceci.
Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui, ça, je dis, ça c'est le principe. Le titre, c'est Traités et accords internationaux. Bien sûr. 213 vous dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Point. Oui. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Oui. Après délibération au Conseil des ministres et il en informe l'Assemblée. Mais ici, 214 ressort le type. Si les accords qui peuvent passer sans ratification au gouvernement, que ça ne se retrouve pas parmi les accords cités à 214. Mais si l'accord se trouve parmi les accords cités à 214, doit subir les effets de 214. Passer d'abord par le Parlement. Voilà. Puisque les accords qui sont cités à l'article 214, c'est une énumération limitative. On a limité le type et les formes d'accords et les traités qui doivent être précédés par une loi. Parce que 214 parle d'accord de paix. Relisez si vous peut-être ma constitution, elle est... Traité de paix. Hein? Voilà, c'est clair. Voilà. Et vous trouverez dans cet accord et traité de paix, il y a même les effets de commerce à l'intérieur. Mais traité et accord, c'est le terme synonyme. Hein? Le traité et accord, ce sont des actes internationaux qui doivent être passés, suivre. On les appelle ici, même chose, traité et accord. Ici, le président de la République ratifie des traités et accords internationaux. Point. Alors maintenant, ici, ils font quoi? Non soumis, concluent les accords internationaux. Donc, eux, ce sont des accords internationaux et les traités? Non. C'est-à-dire, ici, ça dépend de la portée. Le traité est dans un peu beaucoup plus vaste qu'un accord. Un accord peut avoir un objet, mais dans les traités, on peut trouver plusieurs objets. Tel que vous voyez le truc des États-Unis, là. On a traité le problème, plusieurs champs à l'intérieur. Il y a le commerce sur le lac Kivu, il y a le commerce sur le parc, il y a des éléments de sécurité, il y a des éléments de cessation de guerre, il y a plusieurs objets. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? Le gouvernement est allé ratifier sans soumettre la question qui devrait précédemment obtenir une loi par le Parlement. Là, maintenant, ce qui se fait, c'est que le gouvernement, maintenant, pour cette raison, a déposé la loi au Parlement pour que le Parlement puisse produire une loi qui va devoir encadrer cet accord. Oui, mais pour vous poser un problème en aval. L'effectivité même de l'application même de cet accord pose un problème. Puisqu'on n'a pas donné à cet accord-là un corps. Mais cette loi, cet accord est clair. Il entre en vigueur à la date de sa signature. Oui, mais entrer en vigueur, nous, le Congo, comment nous allons mettre ça en vigueur? Il faut donner un corps d'application. C'est clair dans cet accord. Non. Il faut donner à cet accord un corps d'application. Vous savez, moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui nous écoutent souvent quand nous parlons de choses sérieuses, que la politique est un corps nu. Oh là là. Et que l'habit de la politique, c'est la règle de droit. Alors, si nous portons des habits comme ça, c'est pour que les autres ne soient pas scandalisés au travers de notre nudité. C'est parce qu'il y a un voisin qui peut te regarder. C'est parce que quand tu es dans la douche, tu t'en fous. Voyez? Alors, la politique doit savoir que toutefois, quand la politique se dévie de la règle de droit, elle devient un scandale. Quand la politique se dévie de la règle de droit, la politique devient un scandale. Un scandale. Oui, ça devient nu. C'est un corps nu. Même si c'est que le gouvernement a fait, on réfléchit comme ça. Regardez le scandale, puisque l'application de cet accord posera des problèmes. Mais comment? C'est simplement une loi qui rétablirait l'application en disant, pour que nous puissions traquer les FDLR, par exemple, une loi détermine les conditionnalités. Une loi détermine les possibilités. Une loi détermine la faisabilité. Pour que nous puissions faire ce commerce extérieur, voici les organes habilités à surveiller ce commerce. Voici comment ça va se faire. Nous construirons de notre côté le camp des sociétés d'investissement et les bureaux seront au Rwanda, par exemple. C'est une loi interne
qui donne un corps d'application, un corps d'exécution aux accords. Puisque quand vous allez déjà avec la méthodologie d'exécution, même quand vous signez, vous savez déjà qu'en revenant 3 mois plus tard, nous allons nous mettre dans la ligne d'exécution. Mais maintenant, nous n'avons pas la ligne d'exécution de cet accord-là. On va commencer par où? Maître Armand Lopika, je peux peut-être être d'accord avec vous. Mais ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est que, d'ailleurs aujourd'hui, il y a une plénière consacrée à cette matière-là. Analyse des accords, traités de paix signés à Washington. Le gouvernement, le Parlement congolais analyse maintenant. Oui. Voilà. Donc, vous comprenez que le pays... Pour voter justement cet accord d'une loi... C'est pourquoi je dis... d'accompagnement ou d'application. Je dis le pays vit en reculant. Nous vivons en reculant. Comment ça? Oui, nous vivons en reculant. Au lieu qu'on avance, on recule. On recule. Parce qu'aujourd'hui, une année plus tard, que le gouvernement congolais se rappelle qu'il faudrait habiller cet accord politique par une règle de droit afin d'éviter des scandales. Une année plus tard, on vit en reculant. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le Parlement congolais, jusqu'au jour où on comprendra que l'essence d'un Parlement n'a pas été donnée à tout le monde. Le Parlement était un choix des hommes vertueux, de la noblesse et de l'intelligence. On ne peut pas remettre un parlement qu'on appelait l'agora à l'époque, là où les gens vont faire le débat pour trouver des solutions de la vie d'un peuple. On va le soumettre à n'importe qui. Quel est le crédit que l'on peut confier à un tel parlement qui, depuis la signature de cet accord, personne n'a interpellé le gouvernement? Même si ce parlement est acquis, justement... Peu importe, ces gymnastiques-là, nous sommes déjà habitués. À la majorité ou oui, nous sommes déjà habitués. Nous sommes déjà habitués. Ce Parlement n'a jamais interpellé le gouvernement. Que vous avez violé l'article 214 et que nous vous rappelons à l'ordre. Même s'ils ne vont pas sanctionner le gouvernement. Mais ils sont là parce qu'ils prétendent obtenir notre mandat. Mais c'est un club, carrément. Ne dites pas ça. Excusez-moi, parce que c'est nous qui avons donné mandat à ces gens. S'il vous plaît, c'est nous qui avons donné mandat à ces gens-là. Je suis un électeur de ces députés-là. Mais quand ce qu'ils font ne ressemble plus au mandat que nous leur avons confié, sont-ils vraiment mandatés par nous? Et quand vous recevez un mandat et vous déformez le mandat, vous commencez à agir en dehors du mandat. Êtes-vous encore digne de nous représenter? Pourquoi? Puisque c'est un système, en fait, il faut qu'on l'accepte. C'est déplorable. Il ne manque pas de matière à discuter. Il y a plusieurs matières à discuter dans ce Parlement. Mais voilà, une année plus tard, c'est maintenant qu'on veut habiller cet accord. Selon vous, si cet accord souffre d'application, c'est parce que la loi... Et il faut respecter la Constitution. La Constitution est d'ordre spirituellement aussi un document qui forme les pays que nous dirigeons. Non, vous êtes un chercheur en droit, vous n'avez pas parlé de l'esprit. La Constitution... Vous ne parlez pas de l'esprit. Et l'ordre, c'est un ordre. Je te parle. Vous pensez que les chercheurs ne sont pas spirituels? La Constitution est un ordre. C'est un ordre, c'est un corps. En son sein, vous voyez les gens s'entretuer. Quand vous violez cette Constitution, sachez que ça vous poursuivra. Qu'est-ce qui va poursuivre? Mais vous trouverez un scandale. Je te parle que maintenant, ils sont bloqués, il y a un scandale. Il faut revenir. Il faut reculer. Ce qui devrait être fait en main se fait aujourd'hui en avril 2026. Ça ne nous bloque pas. Il était simplement question d'être averti. Lire à tout temps que l'on veut poser un acte, est-ce que ne cherche pas contre l'ordre établi par le peuple? Parce que le peuple a établi un ordre. Mais est-ce qu'il est interdit aux Congolais de réfléchir sur leur avenir, leur devenir, de leurs enfants, de leurs petits-enfants? Avant de réfléchir sur à un texte qui sera adapté aux réalités d'un État. Vous savez, là, on veut entrer dans d'autres... Je comprends que tu es en train de glisser aussi sur autre chose déjà.
Moi, je connais une chose que je voulais dire. Avant de penser à l'avenir, il faut savoir maîtriser le présent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelqu'un qui n'a pas encore maîtrisé le présent n'aura pas l'équilibre pour réfléchir pour l'avenir. Le présent, il est là. Est-ce que nous avons déjà maîtrisé le présent pour penser à l'avenir? Avons-nous déjà compris le présent pour que l'avenir nous soit favorable? Non, puisque tu voudrais permettre aux Congolais de réfléchir pour l'avenir. Les Congolais n'ont pas encore compris le présent et que l'avenir est encore trop obscur pour eux. Il faudrait que l'on comprenne le présent pour que la lumière de l'avenir nous soit favorable. Qu'est-ce que je veux dire? Si de petites histoires pareilles, nous ne savons pas les appliquer, mais l'avenir ne nous réserve pas ce que nous voulons nécessairement. Monsieur Dan, l'avenir ne nous réserve pas aux Congolais seulement ce qu'ils veulent. Ce que nous traversons aujourd'hui, personne n'eût cru que nous arriverons à ce stade. Donc, je demande aux Congolais que maîtrisons le présent afin que l'avenir nous soit favorable. Si nous n'arrivons pas à maîtriser le présent, l'avenir sera obscur. La Constitution ici, c'est un ordre établi par nous-mêmes. Et si nous la rénions aujourd'hui, nous rénions notre présent. Si nous la tuons aujourd'hui, nous tuons notre présent. J'ai suivi le professeur Jacques Njoli, qui est aussi un constitutionnaliste. Tu as compris de quoi je te dis qu'il y a l'obscurité devant si nous ne savons pas maîtriser le présent. Le professeur Jacques Njoli, qui est un constitutionnaliste. J'ai eu à suivre également d'autres constitutionnalistes avec le professeur André Mbata, encore Essambo, ils sont tout pleins, même Bochab. Tous sont unanimes que, ce sont vos maîtres d'ailleurs, qui nous enseignent à l'université de Kinshasa, tous sont unanimes qu'il faut qu'il y ait un comité multidisciplinaire qui doit réfléchir sur cette constitution. Oui, moi je ne suis pas appelé à être simplement à côté de mes maîtres. Parce que moi je pense que si le disciple... Le maître a dit. Oui, si le disciple ne fait pas un effort d'être plus que son maître, c'est que son maître ne l'a pas bien enseigné. Moi je pense que ça doit être une logique qui doit nous gouverner tous qui sommes en train de chercher, et plus surtout dans ce monde de droit. Si le disciple pense qu'il ne peut pas être plus que son maître, c'est que son maître l'avait mal enseigné. Puisque même le Christ, quand il marchait avec ses disciples, il leur avait promis que vous ferez plus que ce que je vous ai enseigné. Vous ferez plus que moi. C'est-à-dire, chaque disciple doit se mettre en tête. Vous voulez dire que vous êtes en train de... Je dois réfléchir comme ça. Mieux que... Non, je dois réfléchir comme ça, que je ne peux pas rester impérativement lié à la pensée de mon maître, puisque je sais qu'il m'avait bien enseigné. Et je dois aller au-delà de sa pensée à un moment. Donc, ce qu'il dit, parfois, vous remettez en question. Oui, je suis dans cette lignée-là, de ceux qui pensent avoir été bien enseignés par eux, et que je peux aussi à un moment donné aller faire contre-pensée. Pourquoi? Faire un comité pluridisciplinaire qui va réfléchir sur la Constitution. Certes, ok, la thématique impose. On va réfléchir sur quoi? Voir ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui va, on maintient. Ce qui ne va pas, on essaie de remplacer. Est-ce que ça ne va pas autour de professeurs d'université, de chercheurs que nous sommes, ou ça ne va pas autour du peuple qui a créé son ordre de gestion? Déjà, la loi qui est notre loi fondamentale. Non, il faut que nous puissions rester dans nos laboratoires. Que ceux qui sont malades viennent vers nous, les professeurs d'université, les chercheurs, pour nous dire, nous sommes cognés contre un mur, trouvez-nous une solution. Ce n'est pas nous qui allons vers le malade pour dire, venez, nous allons vous traiter. Ça devient une corruption morale anticipée. Pourquoi? Puisque un professeur qui est dans son laboratoire, il attend qu'on lui amène les problèmes qui sont compliqués à la cité afin qu'il propose une solution. Les problèmes qui sont compliqués à la gestion de l'État afin qu'il propose une solution. Quel est le problème fondamental qui ne va pas avec la Constitution actuellement? Posez à tous ces professeurs d'université et même aux gestionnaires de l'État, à ceux qui sont dans les institutions, quel est le problème fondamental qui se pose,
qui fait que cette constitution ne soit plus meilleure? On va poser beaucoup de questions. Par exemple, quoi? Vous posez beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a la problématique liée au juge naturel du Premier ministre ou d'un ancien Premier ministre. On a eu des débats houleux ici presque pendant 3-4 ans avec monsieur... C'est simplement, nous sommes dans un état où on ne donne pas de crédit à ceux qui peuvent quelque chose. Je t'ai dit que nous sommes obligés d'aller au-delà même de nos maîtres à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir un juge naturel au Congo. Mais simplement, on veut juger selon ses sentiments. Quand vous avez été Premier ministre, les immunités que vous avez ne sont que des immunités fonctionnelles. Après la primature, il n'a plus d'immunité. Pourquoi on veut immuniser quelqu'un qui n'a plus d'immunité? Alors, soyons sérieux. Donc, quand on réfléchit, on veut simplement que le Premier ministre, là, qu'on puisse le condamner dans cette juridiction-là. C'est là le problème. Mais si on laisse le droit réfléchir, c'est à ce moment-là que j'aurais voulu qu'un débat soit balancé pour que nous sachions les procéduriers. Comment devront-ils réfléchir? Monsieur tel était Premier ministre. Il a posé des actes pendant qu'il était en fonction. Ces actes n'ont pas été réprimés pendant cette époque-là. On retrouve que ces actes qu'il a posés causent préjudice et continuent à causer préjudice à la République. Mais il répond devant le juge ordinaire. Il répond devant le juge ordinaire. Pour les actes posés. Il y répond devant le juge ordinaire, s'il vous plaît. Pour les actes posés pendant qu'il... Puisqu'il n'est plus privilégié des juridictions, il n'a plus d'immunité. Au moment où on le juge comme citoyen. Qui a agi en tant que Premier ministre. Qui a agi en tant que Premier ministre. On le juge en tant que citoyen. Pendant que vous étiez dans l'institution telle, vous avez vu le président de la République d'un pays que vous aimez beaucoup être jugé et condamné. La France. Hein? C'était quelle juridiction? Là, on n'a pas la même constitution. On n'a pas non. Même si vous lisez la constitution française, vous ne trouverez pas une disposition qui dit voici le juge, qui dit expressément voici le juge de l'ancien président. Mais chez nous, c'est clairement dit. Non, je dis, vous ne trouverez pas une disposition qui dit voici le juge de l'ancien président. Un président de la République, on connaît. Président de la République, Premier ministre. C'est plus qu'ils sont on les appelle des privilégiés des juridictions. On leur donne le rang. Vous voyez, ils ont de hauts magistrats qui doivent l'entendre pour la protection de cette aura, de ce mystique-là présidentiel. On protège ça afin qu'ils soient entendus par le haut magistrat. C'est la volonté du constituant. Alors, est-ce qu'à cause de trouver un juge à un ancien président, ça doit motiver le problème de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution? Que les problèmes soient posés clairement. Mais pourquoi? Où est-ce que le gouvernement est bloqué? Où est-ce que les constitutionnalistes congolais sont bloqués afin que le débat soit réellement un bon débat? Mais c'est quand même un débat sur lequel nous devons réfléchir, non? C'est où? Ils sont bloqués à quel niveau? Non, je dis ceci. Quand même, le débat vaut quand même son pesant d'or. Si déjà ceux-là qui sont, comme je l'ai dit, des experts en droit constitutionnel, vous savez, estiment qu'il y a quand même... Parce que même le professeur Beauchamp disait qu'il citait un auteur qui parlait d'une durée de vie de constitution limitée à plus ou moins 17 ans. 17 ans, c'est déjà une période où on peut déjà penser à revoir la constitution. Ça, c'est monsieur... C'est un auteur qui a dit. Or, notre constitution, c'est une constitution éternelle. Éternelle? Oui, oui. Notre constitution ici, elle n'a rien prévu de sa mort ni de sa durée de vie. Donc, jusqu'à ce que... C'est une constitution éternelle qui y a simplement prévu que moi, constitution, je peux être malade. Quand je suis malade, amenez-moi tel médicament, tel produit, je vais être guéri. C'est ce qu'on appelle maintenant la révision. Il a prévu sa révision. Il a prévu sa modification. Il a prévu son complément. Mais il n'a pas prévu sa disparition. Mais elle n'est pas parfaite, on est d'accord. Non, mais c'est à cause de son imperfection qu'il vous dira que non, je suis touchable. Nous ne refusons pas, on ne diverge pas sur le point de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, elle est bienvenue au pays. Et moi, je l'avais prédit depuis l'entrée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il serait opportun, avant que vous n'exerciez le pouvoir, de réviser cette constitution. Qu'est-ce qu'il faut toucher, par exemple? Vous comprenez? Je peux te dire, moi, il y a beaucoup d'éléments à toucher. Beaucoup.
beaucoup d'éléments à toucher dans Mais cette qui n'ont rien à constitution. voir avec En le termes- changement, les articles Non, verrouillés. les dispositions intangibles restent intangibles. Elles sont parfaites. Les dispositions intangibles ne causent aucun tort, aucun Aucun. préjudice. Quel préjudice? Quand vous dites que vous avez 2 mandats, quel préjudice ça vous cause? Et dis-moi, le fait d'exercer 2 mandats cause quel préjudice au peuple? Mais je vais vous démontrer quelque chose. Le fait d'appeler président de la République à une institution, c'est une entorse constitutionnelle. C'est une dictature consacrée dans la Constitution ici, le 18 février. Il faut revoir. Un individu devient une institution. Incarne l'institution. Non. Un individu, président de la République, institution. Ce n'est pas que la présidence. C'est le président. C'est le président qui devient une institution. Ça veut dire on consacre une forme d'une dictature constitutionnelle. Ce que dit le président, c'est une institution qui a dit. Et cette institution ne répond devant aucune autre institution qui est au-dessus de lui. Aucune. Le C'est la première le institution. président ne se justifie même pas devant le Parlement. Il n'a pas affaire avec le Parlement. Il n'a pas affaire avec le contrôle. On vous dirait même que certains de ces actes ne sont même pas attaquables en contentieux administratif pour excès de pouvoir. Même s'il a exagéré le pouvoir, on vous dira non, ça c'est des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, il a agi en tant que tel. Vous voyez? Ceux qui ont fait ça à leur temps, ce sont les mêmes professeurs que vous nous citez ici. Les mêmes mots. Ce sont ceux qui ont été dans l'élaboration de cette constitution. Comme nous étions au pouvoir, comme nous étions, je parle de eux, on réfléchit comme si on est au pouvoir. Mais quand on quitte le pouvoir, on réfléchit comme si on ne l'est plus. Donc ça dépend d'une... Ça dépend du climat. On n'applique plus la science. On n'applique plus la science. Non, mais je vous dis aujourd'hui que parmi les professeurs qui m'ont enseigné, certains ont participé dans l'élaboration de cette constitution. Qui est la critique aujourd'hui. Vous comprenez? Et qui ont consacré le pouvoir à un individu, l'appelé institution. Mais quand vous lisez, on vous dirait que non, voici les institutions de la RDC. On cite l'exécutif, le législatif et les judiciaires. Donc il y a les 3 organes qui constituent le pouvoir des institutions de ce pays. Mais on vous ajoute dans les développements le président de la République institution. Et ce président de la République, il siège à l'exécutif comme l'autorité du conseil de ministres. Quelle entorse! Alors tout ça, on pense que ça peut pas causer... Non, c'est ça qui cause préjudice. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, même dans les ratifications des accords, le président agit, puisqu'il sait qu'il ne répondra pas devant le Parlement. Il ne répondra pas. C'est une forme de dictature constitutionnelle émaillée avec des beaux termes dans la Constitution. Mais dans la faisabilité, on se rend que non, nulle institution ne peut être au-dessus de la loi, c'est-à-dire chaque institution, le pouvoir contrôle le pouvoir. Mais quand il y a un pouvoir qui échappe au contrôle de notre pouvoir, ça devient maintenant de la dictature. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à l'État congolais dans cette matière-là? Pour finir, parce que le temps est allé rapidement. Je conseillerais pour ceux qui pensent que la révision constitutionnelle est possible, de nous convaincre sur un argument fort, non simplement un argument fort, de regarder l'opportunité et la nécessité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argument fort. Vous comprenez? Parce que toi, tu reçois beaucoup de gens ici, chez toi, il faut les recevoir pour leur poser le fondamental du changement, c'est quoi, et le fondamental de la révision, c'est quoi. En quoi le gouvernement se sent bloqué? Et quelle est la disposition qui cause préjudice aux Congolais? Ça ne peut pas être le cas d'un individu qui n'a pas pu faire sa volonté contre la Constitution. Mais ça doit être un cas général. Je vous ai dit que la Constitution, c'est l'ordre établi par le peuple. Alors maintenant, là, qu'est-ce qui cause préjudice au peuple congolais à l'heure actuelle? C'est l'unité nationale qui est en danger. C'est l'unité nationale qui est en danger. C'est l'intégrité du territoire qui est en danger. Vous voyez? La situation sociale est détériorée. Est-ce que ces questions-là peuvent être débattues au préalable? Maître Armand Lokeka, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. On espère que vous n'allez pas partir encore des mois. Non, je ne partirai plus longtemps. Je suis encore là. Si je suis encore là, je serai toujours bienvenu et que l'on réfléchisse comme ça m'arrange. Chaque jour, chaque semaine, au moins un numéro. Je veux qu'on réfléchisse en science
Pour ceux qui ne seront pas contents, je serai disponible, ne fût-ce que de les rencontrer 1 ou 2 fois. Pour ceux qui voudront me rencontrer par rapport à ça. Mais je l'ai dit clairement que je ne suis pas obligé d'épouser les pensées de mes maîtres. D'accord. Je suis un disciple averti. Je ne peux penser qu'au-delà de mon maître parce que j'étais bien enseigné. Maître Armand Lokeka, plaisir immense de vous avoir reçu. Merci beaucoup, monsieur Dal. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel qui prépare donc son doctorat. Bientôt, il sera couronné aussi docteur en droit constitutionnel, au même titre que le professeur Mbata, Sambo, Bochab et les autres. Donc, bientôt, il est en passe de devenir aussi un maître dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka. Merci à la grande équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. Salvador, Janine Kodia, portez-vous bien et à très vite.